Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir et bienvenue à la chronique de MBT. La chronique de MBT, c'est le nec plus ultra de l'analyse des questions des droits humains en Afrique centrale. La chronique de MBT revient, mesdames et messieurs, sur un pan de l'histoire du Cameroun qu'on a très souvent tendance à garder secret, à cacher à de nombreux Camerounais. Il s'agit de l'assassinat de Ruben Oumniobé, le leader charismatique de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, le parti à l'avant-garde de la lutte pour une véritable indépendance du Cameroun, une indépendance débarrassée de la tutelle trop pesante de la France, la mère patrie, comme on a très souvent l'habitude de l'appeler. Alors, mesdames et messieurs, j'aimerais à travers cette chronique rétablir une vérité par rapport à Théodore Maïma Tip Mandombol, père à son âme. Maïma Tip Mandombol qui fut un leader de l'UPC, qui fut l'un des membres du cercle restreint autour du leader Ruben Oumniobé, le secrétaire général de l'UPC. J'entends souvent certains compatriotes, certains Camerounais dire que c'est Théodore Maïma Tip qui avait trahi Ruben Oumniobé. Certains ont tendance à comparer mon frère Cabral Libi Lingué à Théodore Maïma Tip du fait de la trahison des idéaux de l'un et de l'autre. Je dis et je répète que Maïma Tip, Théodore Maïma Tip Mandombol n'a absolument rien à voir avec la trahison de Ruben Oumniobé ayant conduit à son assassinat par l'armée coloniale française. Oumniobé a été assassiné le 13 septembre 1958 dans l'après-midi dans la forêt de Libelingui par un escadron de l'armée coloniale française qui était dirigé par un certain capitaine Guillou. Alors, avant que d'en arriver à l'assassinat de Ruben Oumniobé, j'aimerais revenir un tout petit peu sur l'historique de ce parti, comment le parti est né, comment il a traversé un chemin parsemé d'embûches par l'administration coloniale française et comment il en est arrivé à être aujourd'hui le bras séculier de l'administration d'abord coloniale et puis celle incarnée par Amadou Ahidjo et Paul Biya. Alors, c'est le 10 avril 1948 que naît l'Union des populations du Cameroun, en abrégé UPC. Le parti est né au Café Sira à Douala. Alors, Ruben Oumniobé, leader charismatique et figure assez figure de proue de ce parti, en a été fait le secrétaire général. Alors, l'UPC était un parti très populaire qui rassemblait qui a eu une capacité à l'époque de rassembler de nombreux Camerounais. L'UPC a réussi, jouissait d'une capacité d'implantation à travers le territoire camerounais qu'il a commencé à inquiéter sérieusement l'administration coloniale française. Et pour endiguer la propagation de l'UPC à travers le Cameroun, l'administration coloniale qui était incarnée à l'époque par Robert de la Vignette a décidé de faire affecter de façon disciplinaire les leaders de l'UPC, c'est-à-dire Félix Roland Moumié, Ernest Ouandjé et Oumniobé. On les affectait soit au nord, soit à l'est, soit au Grand Sud,
parce que tous ces leaders étaient rassemblés pratiquement au même endroit, parce que à l'époque, l'UPC avait pour socle granitique, pour parler un peu comme l'une des créatures de Paul Biya-Jacques Famundongo. L'UPC disait, j'avais pour socle granitique le Mungo, Douala, plus précisément le quartier Noubel, l'ouest Bamileke et toute la zone Bassa. Alors, mais l'UPC a quand même réussi à s'imposer au sein de la population camerounaise. Bon, maintenant, comment endiguer le phénomène UPC? L'administration coloniale a décidé d'éparpiller, si je puis ainsi m'exprimer, son leadership. Mais celui qui va porter un sérieux coup à l'UPC s'appelle Roland Pré. Roland Pré est nommé haut commissaire du Cameroun par Paris en 1954. Alors, l'objectif de Roland Pré, c'est de faire interdire l'UPC. Et comment il y parvient? Le 10 mai 1955, Pierre-Henri Tedgan, qui était le ministre de la France Outre-mer, arrive à Douala pour la cérémonie d'inauguration du pont sur le Vouri, le premier pont, pas celui que les Français ont construit récemment là. Donc c'était le 10 mai 1955 que le pont a été inauguré. Et en marge de la cérémonie, Ruben Oumniobé, Félix Roland Moumié et Ernest Wandié rassemblent des milliers de Camerounais à travers le Cameroun pour les inciter à boycotter cette cérémonie et à les sensibiliser sur la question de l'indépendance totale et immédiate. Roland Pré et toute l'administration coloniale ne va donc pas apprécier cela. Alors, une opération de répression va être lancée par Roland Pré contre l'UPC. Les paracommandos vont être appelés, c'est-à-dire que les militaires français, les soldats français qui étaient basés en Côte d'Ivoire, au Congo-Brazzaville, au Tchad, etc., vont être mobilisés pour réprimer sévèrement et sauvagement l'UPC. Il y aura des émeutes, c'est-à-dire qu'entre le 20 et le 26 mai 1955, il y aura des émeutes, que ce soit à Douala, que ce soit dans certaines localités du Mungo, à Loum, Konsamba, et même à l'ouest, en zone Bamileke. Le Cameroun va vivre des émeutes qui seront réprimées dans le sang par l'armée coloniale française. Et c'est donc à la faveur de ces émeutes qui ont été suivies d'une sanglante répression que Roland Pré décide donc d'interdire l'UPC. Donc il signe un décret le 13 juillet 1955 portant interdiction de l'UPC. Bon, après avoir signé cette interdiction de l'UPC, les leaders UPCistes vont prendre le chemin de la clandestinité. Pendant que Félix Roland Moumié, Abel King et puis Abel King et Ernest Wandié vont s'établir du côté de Kumba, dans le Cameroun anglophone. Et c'est la preuve justement qu'il existait, et qu'il existe d'ailleurs toujours, une frontière internationalement reconnue entre les deux Camerouns. Parce que si le Cameroun anglophone était une partie du Cameroun francophone, comme j'entends souvent certains de mes compatriotes camerounais francophones soutenir à corps et à cri, les leaders tels que Moumié, Wandié et puis Abel King ne se seraient pas établis à Kumba. L'armée française serait allée les traquer de ce côté-là.
Or, s'ils ont estimé qu'ils se sentaient, qu'il était mieux pour eux de trouver refuge à Kumba, c'est parce que ce territoire était un pays à part par rapport à la République du Cameroun, par rapport à l'ex-Cameroun oriental. Tandis que ces trois leaders, donc, qui étaient appelés à l'époque le trio de Kumba, vont s'établir dans cette localité pour se mettre à l'abri de la répression de l'armée coloniale française. Oumniobe, lui, va s'installer en zone Bassa et il va créer donc ce qu'on appelle le CNO. Et Oumniobe crée le CNO après les élections législatives du 23 décembre 1957 parce que Oumniobe avait, avant ces élections législatives-là, qui sont intervenues en faveur de la loi Gaston Defferre qui a été votée par l'Assemblée nationale française. La loi Gaston Defferre a été votée le 23 août 1956. L'objectif de cette loi Gaston Defferre était de promouvoir une élite africaine docile, une élite politique africaine docile aux intérêts de la France. Donc ça veut dire que la France avait pour plan d'accorder les indépendances au pays de son précaré, si je puis ainsi m'exprimer, mais à condition que ces pays restent liés à la France par un certain nombre d'accords et que les leaders, c'est-à-dire que les dirigeants de ces pays-là soient le choix de la France. C'est donc la raison pour laquelle la loi Gaston Defferre avait été votée par le Parlement français le 23 juin 1956. Alors, c'est donc à la faveur de cette loi que des élections législatives avaient été organisées le 23 décembre 1956, c'est-à-dire que quelques mois plus tard. Et l'UPC ne pouvait pas prendre part à ces élections parce que banni par l'administration coloniale française. Alors, l'UPC, Urbain Oumniobe, se sentant complètement à la marche, a tenté de vouloir se rapprocher de Mesmer, de négocier avec Mesmer afin que le parti, l'UPC, soit rétabli dans la légalité. Ce qui n'a d'ailleurs pas plu au trio de Kumba parce que en ce moment-là, il existait une querelle entre les différents leaders, entre Oumniobe et son groupe de leaders UPCistes, Bassa, et ceux qui formaient le trio de Kumba, à savoir Félix Roland Moumier, Ernest Wandje et puis King et Abel. Ces derniers, voyant que Ruben Oumniobe était en train de se rapprocher de l'administration de Pierre Mesmer. Bon, Pierre Mesmer, c'est le haut commissaire qui a remplacé Roland Pré, qui a interdit l'UPC le 13 juillet 1955. Alors, voyant donc que Ruben Oumniobe est en train de se rapprocher de Pierre Mesmer pour des négociations, le trio de Kumba n'était pas d'accord. Alors, Pierre Mesmer a donc refusé de la main tendue de Oumniobe parce que, voilà, l'UPC, quoi qu'on dise, était une bête politique assez féroce à l'époque. Et si Pierre Mesmer franchissait le pas de remettre l'UPC dans la légalité, ça pouvait faire bouger les lignes et l'UPC allait revenir avec force au devant de la scène politique. Voilà pourquoi Pierre Mesmer n'a pas voulu négocier avec Ruben Oumniobe. Alors, face au durcissement de la position de l'administration coloniale française, Oumniobe décide donc de passer à une phase violente de la revendication de l'indépendance du Cameroun. C'est ainsi que va être créé le CNO. Le CNO, c'était le Comité national d'organisation, c'est-à-dire que c'est un organe paramilitaire qui a été créé par Oumniobe pour poser des actions violentes dans la zone de la Sanaga maritime, dans la zone Bassa. Alors, le quartier général du CNO était établi à Libelingui, dans son village,
situé pas très loin de Boumiébel. Alors, le CNO posait donc des actions qui inquiétaient sérieusement qui inquiétait l'administration coloniale française. Alors, comment l'administration coloniale française, incarnée à l'époque par Pierre Messmer, a réussi à obtenir la tête de Ruben Oumniobé? Alors, celui qui était chargé à l'époque de la répression du CNO s'appelait le colonel Lamberton. C'est-à-dire l'armée coloniale française avait créé le ZOPAC, c'est-à-dire que la zone de pacification de toute la Sanaga maritime. Alors, et celui qui dirigeait le ZOPAC en zone Bassa s'appelait le colonel Lamberton. Et son poste de commandement était basé au quartier Bois, à Ezeka. C'est là-bas que le colonel Lamberton dirigeait les opérations. Alors, la stratégie mise en place par les services de renseignement français à l'époque, c'était de créer des camps de concentration où les populations locales étaient amassées par famille. Et ces camps de concentration étaient situés au bord des routes. Donc, ça veut dire que si on surprenait quelqu'un en dehors de ces camps de concentration, il était abattu, sans aucune forme de procès. C'est ce qui s'est passé à l'époque. Alors, la stratégie a été mise en place au début des années, vers la fin des années 57 et au début des années 58. Alors, comment Oumniobé a donc été tué le 13 septembre 1958? Là, on va tomber directement sur le plat de résistance de cette chronique. Alors, beaucoup de gens, comme je le disais tantôt, ont accusé Théodore Maïma Tibmandobol d'avoir trahi Oumniobé. Ceci n'est pas du tout vrai. Voici comment Oumniobé a été assassiné. Alors, la patrouille qui est en charge de traquer et de tuer Oumniobé a commencé l'opération le 9 septembre 1958. Ils ont commencé à encercler la zone où était censé baser le QG de Ruben Oumniobé. Alors, cette section de l'armée coloniale française, bien sûr, qui était dirigée par le capitaine Guillou. Et cette section de l'armée coloniale française était composée de soldats africains, de l'Afrique équatoriale française, les Tchadiens, les Congolais, les Gabonais, etc. Alors, ils ont donc lancé la traque de Ruben Oumniobé et ils ont réussi à mettre la main sur Esther Ngomangele. Esther Ngomangele était présidente de l'UDFEC. L'UDFEC, c'était Union démocratique des femmes camerounaises. C'est donc Esther Ngomangele qui, une fois avoir été appréhendée par les soldats africains déployés par des officiers de l'armée française qui étaient basés au Cameroun, a donc décidé de faire un certain nombre d'aveux. Bon, c'est vrai qu'elle était sous la pression, elle a même été torturée. Donc, on lui a extorqué des aveux. C'est alors qu'au cours de son interrogatoire, qui était très musclé, elle a donc décidé de révéler le lieu exact où se situait le QG de Ruben Oumniobé et de ses lieutenants, dont un certain Pierre Yemba qui était en charge du bureau de liaison du maquis de la Sanaga maritime. Après avoir fourni tous ces renseignements assez précieux, il faut le dire, sous la pression, sous l'effet de la torture, Esther Ngomangele va donc conduire la troupe vers le QG de Ruben Oumniobé. Et je tiens également à préciser que pour atteindre le lieu où se trouvait Oumniobé et son cercle restreint, pour atteindre le lieu où se trouvait Oumniobé,
La patrouille s'est faite aider par deux indiques, c'est-à-dire que des anciens membres du CNO qui se sont ralliés à l'administration coloniale. Il s'agissait de Luc Macon et de Koinyembe. Ce sont donc ces deux-là qui ont indiqué, qui ont pointé du doigt Oumniobé et ont dit à la troupe, aux troupes de l'armée française que voilà Oumniobé là-bas, le voilà qui se cache là-bas avec ses lieutenants. La troupe a donc ouvert le feu. Et en ouvrant, et après avoir ouvert le feu, c'était la débandade totale. Après une course-poursuite de peut-être 10 minutes, c'est un sergent-chef de l'armée tchadienne, c'est-à-dire un Tchadien. On les appelait à l'époque les Sara. C'est un Sara, un sergent-chef, il s'appelait Toubaro. C'est lui qui a tiré sur Oumniobé dans le dos et il est tombé. Parmi ceux qui ont été tués aux côtés de Ruben Oumniobé se trouvait la maman de sa compagne qui s'appelait sa compagne s'appelait Marie Ngonjok. Et l'un des serviteurs de Oumniobé, Yembak Pierre, qui accompagnait Oumniobé à l'époque, lui, il a été blessé à la jambe. Yembak Pierre, dont je connais très bien la famille, puisque à Ezeka, nous étions voisins. J'étais voisin d'un membre de la famille de Yembak Pierre, dont un de ses fils, qui jusqu'à ce jour demeure un militant convaincu et convaincant de l'Union des populations du Cameroun. Alors, c'est donc un soldat tchadien qui a donc tiré sur Ruben Oumniobé à l'époque dans le dos, parce que à cette époque-là, l'administration coloniale française et ainsi que le gouvernement français avait construit une histoire comme quoi non, c'est en légitime défense que l'armée coloniale avait agi, etc. Parce qu'à l'époque, l'agence de presse Havas, qui est aujourd'hui l'agence France Presse, avait rapporté l'information selon laquelle les soldats français avaient agi en légitime défense, ce qui était faux. Ruben Oumniobé n'a jamais été armé quand il a été tué avec ses lieutenants. Alors, ceux qui ont donc indiqué la cachette de Oumniobé aux soldats français, ils sont connus. Il s'agit de Luc Macon, qui servait d'indique à la section en charge de l'opération, et puis un certain Koinyembe. Voilà donc ceux qui ont trahi Oumniobé. C'est vrai que quand Théodore Maïmatip intègre l'état-major du maquis au niveau de la Sanaga maritime, c'est-à-dire que l'entourage de Ruben Oumniobé, le trio de Kumba est très méfiant vis-à-vis de Théodore Maïmatip, parce que Théodore Maïmatip a travaillé au sein de la police, c'est-à-dire que Théodore Maïmatip a travaillé au sein de la police camerounaise qui était embryonnaire à l'époque. Donc il a travaillé au sein de la police camerounaise comme secrétaire de police. C'est vrai que au moment où cette section de l'armée coloniale française attaque Ruben Oumniobé et ses lieutenants, Théodore Maïmatip faisait partie de ceux qui étaient autour de Ruben Oumniobé pendant l'attaque. Alors, beaucoup de gens ont estimé que non, c'est lui, Théodore Maïmatip, qui a trahi Ruben Oumniobé parce que comment se fait-il qu'il ait quitté Oumniobé avant que des soldats de l'armée coloniale française n'arrivent à la hauteur de Oumniobé et n'ouvrent le feu. Alors, d'aucuns ont estimé que non, c'est Théodore Maïmatip qui jouait le rôle de taupe d'indique dans l'entourage de Oumniobé et a donné un certain nombre d'informations à l'armée coloniale française. Bon, pourtant, il ressort des archives que j'ai eu à consulter que au moment où l'armée coloniale réussit à localiser Oumniobé et à lui tirer dessus,
Théodore Maïmatip a eu la chance qu'il était en train de se soulager quelque part. Et quand il a entendu des coups de feu, bon, il a été obligé de prendre la fuite de son côté. Donc voilà pourquoi il a réussi à échapper aux balles de l'armée coloniale française. D'aucuns ont également estimé, pour justifier le fait que c'est Théodore Maïmatip qui est trahi au Myobe, d'aucuns ont également estimé que Théodore Maïmatip, après l'assassinat de Ruben Omyobe, a été promu par l'administration coloniale française. C'est-à-dire que le 20 septembre 1958, c'est-à-dire que quelques jours, une semaine après l'assassinat de Ruben Omyobe, bon, il décide de faire amende honorable et puis de se rendre à l'administration coloniale française. Ce que d'aucuns avaient estimé suspect à l'époque, que voilà, comment se fait-il que une semaine après l'assassinat du Mporol, qu'il se rende déjà à l'administration française? Ça veut dire que c'est lui qui jouait, qui faisait figure d'infiltré au sein de l'entourage de Ruben Omyobe et a servi d'indique aux soldats français qui ont exécuté cette opération. Voilà. Alors, et Maïmatip a connu une ascension fulgurante au sein de l'administration, de la toute nouvelle administration camerounaise. Il a même été promu député à l'issue d'élections législatives partielles organisées en avril 1959. Donc, mais dire que Théodore Maïmatip a trahi Omyobe, je pense que cette thèse-là, pour moi, ne tient pas la route. Par contre, l'on pourrait dire qu'il a trahi les idéaux de l'UPC en se rendant à l'administration coloniale française. Ça, c'est ce qui est tout au moins vrai. C'est ce qui saute à l'œil nu. Mais dire qu'il a été de ceux qui ont trahi Omyobe, là, je ne suis pas du tout d'accord. Et pour que l'administration française puisse réduire à néant l'UPC, du moins dans la zone Bassa, parce que malgré l'assassinat de Ruben Omyobe, la résistance, c'est-à-dire que les résistants UPCistes ont continué de sévir dans la zone Bamileke. Pour que l'administration coloniale puisse vaincre le maquis dans la zone Bassa, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a privé les résistants UPCistes de nourriture, parce que les soldats de l'armée coloniale française détruisaient également les champs, les plantations, afin d'affamer les troupes du comité national d'organisation, dont l'organe paramilitaire qui a été créé par Ruben Omyobe. Voilà pourquoi, tenaillés par la faim, ils étaient obligés de jeter l'éponge. Parce que beaucoup se sont ralliés à l'administration coloniale française pendant la création de ces camps de concentration dont je vous parlais. Et l'administration coloniale française a également créé des milices. Des milices, c'est-à-dire qu'elle les a armés de machettes et tout. Et il y a deux chefs miliciens qui ont été rendus célèbres à l'époque, à savoir un certain Pierre Dimala. Pierre Dimala, c'était le leader d'un parti politique fabriqué de toutes pièces là par les Français pour faire pièce à l'UPC, les SOCAM. Donc Pierre Dimala dirigeait les SOCAM et il y avait un certain Pierre Bichoka et un certain Jacques Bichoka, c'est-à-dire qu'un chef milicien le plus redoutable dans la zone Bassa, surtout vers Makaklaba. À l'époque, je me rappelle quand j'étais tout petit, on nous parlait souvent de de Jacques Bichora, la machette. Je pensais que c'était une simple légende, un peu comme ces histoires qu'on nous racontait souvent au village là quand on était tout petit. Alors que c'est une histoire réelle.
Mais Pierre Bichoka a beaucoup zigouillé, il a tué, il a fait ceci à des personnes dans la zone Bassa qui étaient soupçonnées de soutenir l'UPC. Et il bénéficiait du soutien, de l'appui de l'administration coloniale française. Bon, à la fin, il a même été jugé et condamné. Et au cours de son procès, il a avoué avoir tué, avoir assassiné 600 personnes qu'il soupçonnait d'appartenir à l'Union des populations du Cameroun. Voilà donc comment l'administration coloniale a réussi à tuer l'Union des populations du Cameroun. Et surtout à faire tout ce qui est nécessaire pour que l'Union des populations du Cameroun soit toujours divisée. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui, il y a plusieurs tendances de l'UPC. Mais c'est parce que tout cela est piloté depuis Paris. L'une des craintes de la France, c'est une UPC qui soit unie. C'est une UPC unie. La France ne veut pas d'une UPC unie. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Maïma Tipé est entré dans la légalité, donc il est devenu un opposant. Donc après l'assassinat de Ruben Oumiobe, il est devenu un opposant entre guillemets à Amadou Ahidjo à l'époque. Un opposant collabo, si je puis ainsi m'exprimer. Parce qu'il fallait quand même que l'administration, que la France, parce que l'objectif assigné par les Nations Unies à la France était de conduire le Cameroun à l'indépendance, de favoriser le progrès politique. Selon l'article, je crois, 76 alinéa B de la Charte des Nations Unies, il fallait favoriser le progrès politique des peuples sous tutelle. Donc il fallait que l'on ressente une certaine vitalité démocratique dans ces pays-là. Voilà pourquoi il fallait promouvoir des leaders de l'opposition qui sont favorables aux colons. Et c'est comme ça que Maïma Tsipa a été débauché des rangs de l'UPC par la France. Et voilà. L'administration coloniale française s'est servie de Maïma Tsipa Ndombolo pour déradicaliser, entre guillemets, ceux des résistants UPCistes qui étaient restés dans le maquis. C'est dans ce pan de notre histoire, une histoire triste que malheureusement l'on a tendance à cacher aux jeunes générations, que je voulais partager avec vous à travers cette chronique, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et à bientôt pour notre séance et sur un autre thème. Bonjour, bonsoir.